Bienvenue au point de presse hebdomadaire du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue du 4 février. Mon nom est Sarah Charbonneau. Je précise que l'objectif d'aujourd'hui est de présenter un état de situation concernant les éléments suivants. D'abord, le retour en palier d'alerte orange à compter du 8 février, le dépistage, la vaccination, l'état de situation épidémiologique pour l'Abitibi-Témiscamingue. Pour ce faire, 3 porte-paroles sont présentes aujourd'hui pour s'adresser à vous. D'une part, Mme Caroline Roy, PDG. Par la suite, Dr Lise Landry, directrice de santé publique, et Dr Omobola Sobonjo, médecin spécialiste en santé publique. Alors, Mme Roy, la parole est à vous. Oui, bonjour à tous. Donc, c'est encore un plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui. En fait, là, comme Mme Charbonneau le mentionnait, je vais d'abord faire un retour sur les différentes mesures d'assouplissement qui vont s'appliquer à notre région à compter du 8 février. On se rappelle que vraiment, on est privilégié, là, on est l'une des 6 régions à pouvoir bénéficier de mesures d'assouplissement un peu plus importantes en raison de notre situation épidémiologique qui est relativement sous contrôle puis qui vous sera présentée un peu plus tard par Dr Sobonjo. Donc, à compter du 8 février, sans reprendre l'entièreté des mesures, je voulais quand même mettre l'accent sur certaines d'entre elles. Évidemment, le couvre-feu là, qui sera reporté à 21h30 plutôt que 20h, donc permettant quand même la réalisation de certaines activités extérieures ou de bénéficier justement des restaurants qui vont également rouvrir au niveau des salles à manger à compter de la même date. Et tout ça, évidemment, en mesure jusqu'au 22 février, à réviser à ce moment-là, tel que le premier ministre l'a mentionné. Ce qu'il faut se rappeler en lien avec les restaurants, justement, c'est que c'est un maximum de 2 personnes adultes par table avec leur enfant d'âge mineur. Donc, l'objectif est réellement de pouvoir avoir une bulle familiale là, qui puisse se rencontrer au restaurant ou 2 personnes seules qui pourraient aussi bénéficier de cette activité-là au restaurant à partir du moment où les salles à manger seront ouvertes. Sinon, je voulais revenir aussi sur l'interdiction des rassemblements intérieurs. On a eu beaucoup de questionnements là, dans peut-être la confusion ou l'interprétation différente de cette mesure-là. Peu importe là, qu'on soit en zone rouge actuellement ou en zone orange à partir du 8 février, les rassemblements intérieurs sont toujours interdits. Donc, c'est pas 6 personnes, c'est pas 8 personnes, c'est réellement interdit, que ce soit à l'intérieur du domicile ou même à l'extérieur dans la cour, par exemple. Par contre, les activités extérieures pour faire des activités sportives, récréatives, elles sont permises en respect des mesures sanitaires pour un maximum de 8 personnes. Puis ça inclut également la possibilité de tenir des cours ou d'avoir des accompagnements, entre autres avec différents groupes. Donc, 8 personnes à l'extérieur. Il y a également la réouverture des salles d'entraînement. Donc, ça, c'est une belle nouvelle pour notre région aussi. Et réouverture des commerces non essentiels. Donc, tout ça à compter du 8 février. Et aussi, à compter du 26 février, on l'a entendu aussi et c'était attendu, réouverture des cinémas, salles de spectacle. Donc, en fonction de la disponibilité dans chacune de nos villes ou municipalités, là, je vous invite à regarder ce qui sera projeté à l'horaire, soit des cinémas ou disponibles au niveau des salles de spectacle. Toujours avec les restrictions, puis port du masque de procédure maintenant qui sera obligatoire même en étant assis à notre place. Donc, c'est une différence là, par rapport à ce qu'on a vécu auparavant, mais quand même une possibilité de participer à ces activités-là. Donc, je nous invite tous à bien respecter ces mesures-là parce que si on le fait, on va continuer à demeurer en contrôle. On ne retournera pas avec des mesures plus sévères, puis on va quand même pouvoir profiter de certaines activités comme vous le voyez. Le second message concerne, oui, l'activité de dépistage. En fait, comme on le mentionnait la semaine dernière, pour cette semaine exclusivement, la seule façon de pouvoir avoir un dépistage pour la COVID-19 est d'avoir un rendez-vous. Puis, la façon d'avoir ce rendez-vous-là, et ça jusqu'au dimanche prochain, là, dimanche le 7 février, c'est en contactant la ligne téléphonique pour laquelle on vous a donné le numéro de téléphone à plusieurs reprises, mais je le répète, c'est le 1-877-644-4545. Puis, on le sait, à partir du moment où la ligne s'est ouverte là, ce lundi, il y a eu beaucoup d'achalandage. En fait, c'est plusieurs centaines de personnes là, qui tentent d'avoir des rendez-vous de dépistage, puis c'est tout à fait correct, c'est ce qui est souhaité comme ça. Par contre, ça crée de l'attente. Puis là, on est en mesure là, de vous dire qu'il y a différentes solutions qui sont regardées à la fois pour bonifier les effectifs, pour changer la modalité technologique, pour donner accès plus facilement à nos lignes téléphoniques.
mais soyez indulgents parce que c'est quand les gens répondent, eux, ils répondent une après l'autre, là, les différentes personnes qui sont en attente. Je peux très bien comprendre quand ça fait plusieurs minutes qu'on attend sur une ligne téléphonique qu'on peut devenir impatient, mais vraiment, notre souci, c'est de bien répondre à chacune des personnes puis de pouvoir vous donner accès à votre rendez-vous de dépistage. Je rappelle toutefois que tous les dépistages qui sont demandés de façon systématique par votre employeur, donc il y a certains employeurs qui demandent de façon systématique à avoir un dépistage négatif de la COVID-19, ce n'est pas via nos cliniques de dépistage qu'on pourra vous offrir ce dépistage-là. Donc, référez-vous à votre employeur, puis vous allez pouvoir être guidé vers un laboratoire privé ou une autre modalité de cette façon-là. Même chose si vous voulez faire un voyage à l'international. Donc, pour les voyages à l'international, à ce moment-là, vous pouvez vous référer au laboratoire privé, puis les coordonnées, les indications pour l'accès à ce laboratoire-là au sein de notre région sont disponibles sur notre site Internet. Donc, vous ne pourrez pas avoir accès à un tel dépistage via notre clinique de dépistage là, ou nos cliniques de dépistage partout sur le territoire. À compter de lundi prochain, vous aurez accès à la plateforme technologique qui va permettre à toute personne qui souhaite un rendez-vous de dépistage, qui répond aux critères, donc comme on vient de le mentionner, il y a quelques petits critères d'exclusion, de pouvoir s'inscrire à un rendez-vous. Vraiment, c'est une plateforme qui va faciliter l'accès. Donc, il y aura la possibilité de le faire par voie téléphonique, mais aussi avec le web. Puis, à ce moment-là, vous avez la possibilité de choisir votre moment de dépistage, de choisir le lieu de dépistage. Il vous évite d'attendre en file également, puis il va vous permettre d'avoir accès plus facilement et rapidement à vos résultats et même de les imprimer. Donc, c'est vraiment dans un objectif là, d'optimiser toute cette activité-là que nous sommes en transition actuellement vers cette nouvelle plateforme-là. Sinon, dernière information qui est très positive pour nous, c'est qu'on a doté et confirmé la nomination d'une directrice de campagne de vaccination, donc qui est en poste dès maintenant et qui se poursuivra jusqu'à la fin de la vaccination de la COVID-19, donc après que toute notre population a été vaccinée avec leur deuxième dose. Et il s'agit de Mme Katia Châteauvert. Donc, Katia Châteauvert était une des cadres déjà en fonction au sein de notre organisation. Puis maintenant, elle est nommée à titre de directrice de la campagne de vaccination de la COVID-19, un poste là, qui est temporaire, puis dont le mandat va se terminer, comme je le mentionnais, suite à la période de vaccination. Elle va être soutenue et supportée par toute une équipe là, vraiment d'expertise régionale et également des gestionnaires dans chacun des territoires de la MRC, parce que ça s'en vient quand même assez rapidement. On aura à déployer, entre autres, des sites de vaccination qu'on appelle à haut volume partout sur le territoire, dans chaque territoire des MRC. Donc, ça va être sous la responsabilité de Mme Châteauvert, mais également de chacun de ces gestionnaires qui va être nommé par territoire. Évidemment, on fait tout ça en partenariat avec nos communautés, avec la sécurité civile, avec la sécurité publique qui vont vraiment contribuer au succès de la campagne. Donc, je vous remercie. Merci, Sarah. C'est tout pour mes messages du jour. Merci beaucoup, Mme Roy. Dr. Lise Landry, je vous invite à prendre la parole. Oui, bon après-midi tout le monde. Écoutez, comme vous le savez, cette semaine, on n'a pas eu de vaccin. Par contre, nous avons tous utilisé les vaccins que nous avons reçus. Donc, principalement, ce sont les travailleurs de la santé qui ont été vaccinés et tout. Notre catégorie priorité 1 qui était les usagers hébergés dans les centres d'hébergement ainsi que les employés avec les grandes ressources intermédiaires de la région et est en route actuellement, c'est confirmé. On recevra une bonne dose de vaccin, une bonne quantité de vaccin Moderna qui sera attribuée à l'ensemble des 7 communautés autochtones de la région Abitibi-Témiscamingue. Et il y aura des doses également en surplus pour nous permettre de poursuivre les plus petites ressources intermédiaires de notre région et les ressources de type familial qui hébergent des personnes âgées. Et aussi, pour la semaine du 15 et 22 février, nous devrions recevoir également des plateaux de Pfizer qui iraient dans le territoire d'Amos et de la SAR pour poursuivre la vaccination des groupes prioritaires. Et actuellement, il y a 3,7 % de notre population qui est vaccinée. C'est quand même très bien par rapport à 2,5 % de la population au Québec. Nous avons une certaine avance de prix, puis on se dirige pour le début mars vers la campagne populationnelle qui devrait débuter par les personnes âgées de 80 ans et plus qui vivent dans la communauté. Ils sont moins au-delà de 6 000 personnes.
dont quand même une bonne, déjà au moins 1000 personnes à date qui sont vaccinées parce qu'ils sont dans les milieux que j'ai énumérés plus tôt. Alors, ça ferait le tour pour le topo sur la vaccination. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Sobanjo. Vous pouvez poursuivre, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est un plaisir d'être ici cet après-midi. Donc, dans les dernières 24 heures, nous avons eu 3 nouveaux cas confirmés dans le secteur de l'Abitibi, ce qui porte le nombre total de cas depuis le début de deuxième vague à 536 cas. De ce nombre de cas, nous avons 505 qui sont déjà rétablis, donc nous n'avons que 30 cas actifs. Le nombre de cas actifs par MRC, nous avons 19 dans l'MRC de l'Abitibi-Ouest et 7 dans l'MRC de l'Abitibi. Pour les 3 autres MRC, soit Rouyn-Noranda, Vallée-de-l'Or et Témiscamingue, nous avons moins de 5 cas dans ces 3 MRC. Donc, la situation se stabilise, on voit une amélioration dans la situation de transmission de la COVID dans la région. D'ailleurs, aucun cas est associé à la clinique mobile qui a été déployée hier dans le secteur de l'Abitibi-Ouest. On a tout de même 4 personnes hospitalisées, ce qui est une diminution de ce que nous avons eu depuis le début de la semaine. Donc, nous sommes rendus à 4 personnes hospitalisées, soit 2 personnes toujours aux soins intensifs. Actuellement, nous avons dans la dernière semaine effectué un moyen de 200 tests par jour, ce qui amène à un total de 1417 tests. Et je vous rappelle que dans le mois de novembre, le moyen par semaine était autour de 1100 tests. Donc, bien qu'on peut constater une baisse comparativement aux semaines, les premières semaines de l'année, on voit que quand même, c'est un peu plus élevé que le nombre de tests qu'on a eu dans une période où on avait un accalmie en lien, en fonction du nombre de cas dans la région. Une autre chose que je profite de l'occasion de mentionner, c'est que c'est toujours important parce que comme vous allez pouvoir constater, pour la deuxième vague, c'est toutes les MRC qui sont touchées, alors qu'aux premières vagues, il y avait quelques MRC qui étaient plus touchés. Cette fois-ci, toutes les MRC sont touchées, ce qui indique que le virus circule pareil. Donc, c'est toujours important qu'on soit vigilante et il faut que chacun fasse sa part. On sait que ça peut être difficile, mais ce n'est pas le moment de commencer à recevoir des visites chez nous. Il faut continuer à limiter nos contacts à la bulle familiale, c'est-à-dire les personnes qui résident à la même adresse. Pour ceux qui doivent aider ou supporter une personne aînée, c'est important que ce soit autant que possible la même personne et d'essayer de limiter, de changer pour aussi permettre de limiter les contacts que aux autres vont avoir, même si on sait que c'est important de le supporter et de le soutenir. Dernièrement, je profite de l'occasion de remercier la ville de Rouyn-Noranda et tout autre citoyen qui, pour la vague d'appréciation que j'ai eue depuis le début de la semaine, je l'apprécie beaucoup. Merci pour vos gentils messages et merci de travailler en collaboration avec nous. Ça me fait plaisir de continuer à exercer au sein de la région. Merci beaucoup. Merci, Dr. Sobanjo. On est maintenant rendu à la période de questions. D'entrée de jeu, je vous propose une question qui est dans la zone de chat. Est-ce qu'il est possible d'aller prendre une marche avec une personne d'une autre bulle familiale que la nôtre? En fait, oui, ce sera possible de le faire. Donc, vous l'avez vu là, dans les différentes possibilités au niveau des activités extérieures, sportives ou récréatives, jusqu'à un groupe de 8 personnes, dans le respect des différentes mesures sanitaires, par contre. Donc, d'aller prendre une marche avec quelqu'un d'une autre bulle sera maintenant permis à compter du 8 février jusqu'à l'heure du couvre-feu, évidemment, dans le respect des différentes mesures. Merci beaucoup. La question suivante provient de M. Charles Laferrière. Oui, on parle beaucoup de la semaine de relâche et qu'il n'y a pas de barrage. Est-ce que vous craignez que des gens de d'autres régions viennent
Oui, donc c'est ça. Est-ce que vous craignez qu'il y a des gens qui viennent passer la semaine de relâche dans la région? Est-ce que c'est une crainte que la santé publique régionale a? Oui, oui. Donc, les consignes demeurent pareilles. Donc, on continue à recommander que les gens évitent les déplacements. Si quelqu'un a un chalet déjà ici en région, les personnes peuvent venir et rester dans le boule familiale. Ce qui n'est pas recommandé, c'est de se rassembler plusieurs boules familiales, les gens qui arrivent de plusieurs adresses dans le même chalet. Donc, c'est ça qui va être important. On a déjà vécu des situations où les gens sont venus, donc pour l'Action de grâce, pour la semaine de relâche, l'automne dernier, pour la chasse, mais on n'a pas eu des éclosions ou une transmission plus importante associée à ce type de déplacement. C'est lorsque les gens ont intégré le milieu familial, lorsqu'ils ont commencé à faire des rassemblements avec les résidents de notre région, c'est là où on a eu une vague plus importante de nombre de cas. Donc, si les gens continuent à respecter les consignes et restent dans leur boule, ils peuvent aller dans un chalet, ils peuvent rester dans des endroits parce que l'idée, c'est de rester dans la région et de limiter le contact avec d'autres personnes qui n'habitent pas avec nous. Merci beaucoup, Madame Annie-Claude Luneau de Radio-Canada. Oui, j'aimerais quand même poursuivre sur la question des barrages parce que c'est revenu à l'Assemblée nationale, c'est revenu dans les demandes de tous les partis d'opposition. Ça revient chaque jour, voire chaque minute dans le discours de nombreux citoyens. Pourquoi ne pas recommander l'instauration de barrages? Je vous rappelle aussi parce que je me souviens, lorsqu'on a eu des barrages le printemps dernier, je me souviens qu'on a eu beaucoup de demandes aussi. Quand est-ce qu'on va lever le barrage? Quand est-ce qu'on va ouvrir les régions? Quand est-ce qu'on va limiter? Donc, l'enjeu, c'est que mettre un barrage n'est pas la mesure, c'est un dernier recours. On l'avait fait lorsque la situation dans l'MSC de Rouyn-Noranda dépassait ce qu'on était capable de contrôler. Mais depuis ce temps-là, on n'a pas eu besoin de faire ça. Même avec la vague importante qu'on a eue, une semaine, plus de 150 cas dans une semaine, la semaine suivante, déjà, on voyait une diminution. Donc, on a d'autres mesures qui fonctionnent et qui nous permettent de pouvoir garder un contrôle sur un nombre de cas sans avoir à vivre des difficultés qui arrivent avec un barrage routier. Parce que bien qu'il y aura des personnes qui vont éviter ou qui vont pas pouvoir accéder à la région, il y aura des gens qui doivent ou qui veulent avoir accès aux régions soit parce que leur conjoint est ici, aux autres ils sont ailleurs, ou soit parce qu'ils doivent aller donner support à quelqu'un qui est dans une autre région. Donc, c'est le genre de difficultés que les gens doivent vivre à cause des barrages, on va l'éviter parce qu'on a d'autres moyens qui fonctionnent et qui permettent de pouvoir contrôler la transmission au sein de notre région. Merci beaucoup, Madame Marie-Hélène Dagneau de TVA Abitibi. Bonjour. Oui, ma question est pour un tout autre sujet. Ça s'adresse à Madame Roy. Plusieurs médias ont reçu un document là, de la firme Relais Expert Conseil dans lequel on fait état d'une culture de tolérance au non-respect au sein des établissements du CISAT. On parle de plusieurs problématiques. En fait, j'aimerais simplement connaître votre réaction par rapport à ce document-là, puis aussi peut-être ce qui a été fait dernièrement en lien avec les recommandations qui ont été proposées. Merci. Oui, merci. En fait, c'est le rapport qu'on a reçu finalement de l'analyse du climat organisationnel qui avait été annoncé, puis que vous aviez aussi communiqué à la population là, en lien avec le climat organisationnel, particulièrement au sein de la direction des services professionnels, enseignement universitaire ou partenaires aussi concernés. Tout ça faisait suite à des préoccupations qui m'avaient été rapportées, des éléments là, d'irritants qui devaient être adressés. Puis l'objectif était vraiment de pouvoir identifier quels étaient les enjeux, puis quelles étaient les situations pour lesquelles on pouvait apporter amélioration dans un objectif de s'assurer du climat organisationnel sain, empruntibilité, de respect au sein de l'ensemble d'organisations. Donc, on a finalement reçu le rapport dans les derniers mois, puis déjà, on a de façon très transparente communiqué l'ensemble du rapport et ses recommandations, ses constats à l'organisation dans un objectif d'améliorer la situation, puis toute la démarche s'est inscrite aussi dans cet objectif-là d'amélioration.
Donc, on a reçu le rapport en accueillant les 17 recommandations qui étaient associées. Évidemment, on a mis en place aussi là, une structure pour nous permettre de cheminer à travers un plan d'action. Déjà, un des premiers constats était une culture, comme vous nommez, là, où il y avait une tolérance à l'incivilité entre certains groupes, dans certaines équipes. Donc, évidemment, j'ai lancé immédiatement un message, puis on a des actions phares là, qui vont aussi être menées avec tout ça, mais pour s'assurer que la tolérance est zéro en lien avec l'irrespect et l'incivilité au sein de l'organisation. Donc, ça, c'est vraiment un premier constat là, qui nous a amené à porter rapidement une action. Sinon, vous avez vu là, que vraiment l'ensemble des recommandations tournent autour de communication, leadership, mode de gestion, donc façon d'entrer en relation. Et là, tout ça est bien accueilli. On va s'assurer de mettre en place des actions parce que l'objectif dans tout ça, c'est de s'assurer d'avoir une amélioration de situations qui peuvent être trouvées comme étant problématiques ou pour lesquelles on a des difficultés au sein de certaines équipes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une telle analyse du climat organisationnel, il y en a de multiples. Il y en a des dizaines qui se font au sein de l'organisation à chaque année, de plus ou moins grande envergure. Donc, celui-là est effectivement un climat organisationnel d'une grande envergure qui a nécessité beaucoup de ressources, puis pour lequel plusieurs personnes se sont engagées, mais se fait toujours dans un objectif d'amélioration. Donc, je tiens aujourd'hui aussi à réitérer puis à nommer ma confiance envers toutes les équipes concernées parce qu'en fait, là, l'objectif là-dedans, puis tout le monde a levé la main pour dire oui, on est prêt à améliorer les choses, puis on est prêt à s'engager, à changer les choses, puis ça, c'est ce qu'il faut pour être capable d'aller plus loin dans toute cette démarche-là là, pour avoir et s'assurer d'avoir un milieu sain, puis devenir un employeur de choix encore plus que ce que l'on est actuellement. Donc, ce serait ma première réponse. J'espère avoir bien répondu à votre question. Merci, Mme Roy. Je vous invite toutefois à conserver les questions qui ne concernent pas l'objet du point de presse à la fin de l'activité, s'il vous plaît. Alors, une question qui nous provient de Martin Guindon dans la zone de clavardage. Des citoyens rapportent qu'il y a plusieurs motoneigistes des autres régions qui circulent dans la région. Est-ce que ces gens posent un risque de contamination s'ils proviennent de zones rouges? Oui, merci beaucoup pour la question. Depuis la période des fêtes, nous avons eu des informations en lien avec les motoneigistes qui arrivent des autres régions, mais je pourrais vous confirmer qu'avec toutes les enquêtes que nous avons faites, il n'y avait pas une transmission en lien associée directement à ces activités-là. Il y en a qui ont fait des motoneiges, mais c'est surtout des gens de la région qui ont passé plus de temps et ce n'était pas l'activité de motoneige, c'est tout ce qui était autour de l'activité qui a engendré un risque de transmission. Donc, ce que je pourrais répondre, c'est que si quelqu'un arrive d'une zone rouge ou d'une autre zone ou une autre région, ce qui est important, c'est qu'on doit toujours faire des activités en respectant la distanciation physique des 2 mètres. On ne devrait pas aller passer du temps dans une maison à l'intérieur ensemble parce que ça, c'est interdit pour l'instant et c'est des mesures qui aident à prévenir une transmission dans ces genres d'activités. Merci, Dr. Sabanjo. Monsieur François Munger de Médiaté. Bon, comme vous le savez, tout le monde est retardé à travers le Canada, pas juste nous au Québec et même d'autres pays aussi à travers le monde. Fait qu'on est un petit peu comme tout le monde, comme on dit. Maintenant, concernant la deuxième dose, c'est surveillé de près par le Comité d'immunisation Québec. Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude. On sait que l'immunité ne diminue pas rapidement. C'est pas comme un mur, une journée, tu es immunisé, puis le lendemain, tu ne l'es plus. C'est vraiment une baisse graduelle. Si cela arrive, pour l'instant, on n'en observe pas. C'est surveillé de près et on nous promet prochainement plus de doses, peut-être au 2e trimestre, c'est sûr. Comme j'expliquais tantôt, on a la chance d'avoir là, c'est en cours, les livraisons devraient arriver sous peu, d'ici quelques jours, quand même une bonne quantité de doses de Moderna et des plateaux de Pfizer pour les 2 prochaines semaines. Mais c'est sûr que si on avait plus de vaccins, ça irait plus vite, mais on va y arriver. Vous savez,
M. Trudeau ne cesse de mentionner que d'ici fin septembre, que tous les citoyens qui voudront être vaccinés le seront. Alors, on garde le cap. Merci. Est-ce que M. Munger, ça répondait bien à votre question? Parfait. M. Alexis Riopel, du Devoir. Oui, allô, est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Merci. Parfait. Bonjour. J'ai une question concernant les variants préoccupants du coronavirus. Il y en a peu au Québec qui ont été détectés pour l'instant, mais en Ontario, beaucoup plus. Étant donné que votre région est à la frontière de l'Ontario, je me demandais si vous aviez une stratégie pour éviter que les variants entrent au Québec. Puis ici, là-dedans, si vous envisagiez même peut-être justement des barrages ou des contrôles là, à la frontière entre les deux provinces. Bon, écoutez, très bonne question. Pour l'instant, il n'y a pas les types de variants dont vous parlez, soit du Royaume-Uni, Brésil ou Afrique du Sud, n'ont pas été détectés dans notre région. La meilleure façon de s'en prémunir, ce qui fonctionne super bien, ce sont les consignes sanitaires de base, le 2 mètres de distanciation, couvre-visage, lavage de mains, etc. C'est sûr que le laboratoire de santé publique surveille activement l'arrivée des nouveaux variants avec un séquençage qui devrait être sous peu au moins de 10 %, surtout lorsque d'éclosions sévères ou s'il y a des cas de COVID sur les voyageurs qui reviennent de l'étranger, suspicion de réinfection ou bien des gens qui s'infecteraient après avoir reçu une dose de vaccin, c'est là ça mettrait la puce à l'oreille. Et comme vous savez, les virus mutent régulièrement, on dit aux 10 à 15 jours, mais ce qui est important, les variants qui nous intéressent, c'est ceux qui vont augmenter la transmission de la maladie, c'est ceux qui vont donner plus de complications, de morbidité et qui, on l'espère, n'affectera pas l'efficacité du vaccin. Pour l'instant, la meilleure façon, c'est de respecter les consignes sanitaires telles que recommandées. Je ne sais pas si Dr. Sabanjo, vous voulez compléter la réponse? Oui, juste pour compléter également, nous en région, actuellement, on a un système de suivi qui est assez serré, c'est-à-dire on est capable de débuter notre enquête de façon assez rapide et on fait un retraçage de contacts assez exhaustif. Aussi, lorsque les personnes sont en isolement, on fait un suivi auprès d'eux et on le fait passer de tests de dépistage, ce qui nous permet de voir l'ampleur de transmission d'un cas. Donc, on est capable de savoir combien de personnes sont infectées par un cas index, ce qui nous permet de savoir si c'est une transmission plus importante qu'attendue ou pas. Et ça fait partie des éléments qui va nous permettre de pouvoir identifier une situation différente. Une autre chose aussi à noter, c'est que partout, soit en Ontario et au Québec, il y a une vigilance accrue qui va aussi permettre de pouvoir identifier de façon rapidement l'arrivée de ce type de variantes. Et nous, dès qu'on constate une telle situation, on peut faire une demande d'avoir un séquençage d'analyse plus poussé pour pouvoir identifier la souche qui a généré autant de cas parmi nous. Merci beaucoup. Les deux prochaines questions proviennent des auditeurs du webinaire. Alors, une première pour Dr. Sabanjo. Pouvons-nous aller au resto avec un enfant qui demeure dans notre bulle familiale, mais qui a plus de 18 ans? Non, il faut juste 2 adultes. Donc, un enfant qui a plus de 18 ans n'est plus un enfant, c'est un adulte. Donc, il peut aller avec un parent, mais pas les 2 parents. Merci beaucoup. Une seconde question pour Caroline Roy. La baisse des hospitalisations génère-t-elle la réouverture des lits fermés à l'unité de médecine-chirurgie? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le transfert des usagers qui a été fait jusqu'à la semaine dernière, là, donc les 12 personnes qui étaient dans, oui, des lits d'hôpitaux au niveau de l'hôpital de Rouyn-Noranda, mais qui n'étaient pas en soins aigus, donc qui n'avaient plus besoin de soins rendus par un hôpital, qui étaient en attente d'hébergement, ont été transférés vers un milieu de vie correspondant à leurs besoins. Donc, on a 12 personnes qui en ont bénéficié. Ces lits-là sont fermés actuellement, mais ce n'étaient pas des lits inclus
en capacité d'admission pour prendre soin des gens au sein de l'hôpital, c'était réellement des lits de débordement. Donc non, ces lits-là présentement ne sont pas ouverts et ne seront pas ouverts parce que l'objectif n'est pas de maintenir du débordement comme ça régulièrement au sein de l'hôpital, particulièrement quand c'est pour permettre à des gens qui ont besoin d'un milieu d'hébergement d'être à l'hôpital, qui n'est pas vraiment le bon lieu pour eux à ce moment-là. On vise vraiment à les orienter vers un milieu de vie qui peut être un CHSLD, une ressource intermédiaire, une résidence privée pour aînés. Et c'est ce qu'on a pu faire la semaine dernière pour 12 usagers. Merci beaucoup, Madame Annie-Claude Luneau, Radio-Canada. Oui, je voudrais revenir sur la situation spécifique de l'Abitibi-Ouest. C'est devenu, là, dans les 2 dernières semaines, l'endroit où il y avait le plus de cas actifs. Je me demandais ce qui avait provoqué ça. Est-ce que ce sont des rassemblements privés, une éclosion dans des entreprises? Bref, comment on explique l'augmentation précise dans ce secteur-là? Donc, merci, c'est une bonne question. Et je sais que on voit plus clairement qu'il y a une transmission dans ce secteur parce qu'il n'y en a pas dans d'autres secteurs. Mais il y en avait partout à un moment donné. Il faut se rappeler, lorsqu'on a commencé les deuxième vague, à un moment donné, c'était plus dans le secteur, dans la MRC de Vallée-de-l'Or qu'on avait plus de cas. Par la suite, c'était dans la MRC de Rouyn-Noranda. Par la suite, donc, ça bouge. Et ce qui génère ou ce qui fait en sorte que la transmission se poursuit, c'est qu'il se nourrit des contacts humains. Donc, plus qu'on se voit ou plus qu'on a des contacts, plus qu'on peut trouver de nouveaux cas associés. Toutefois, nous n'avons pas constaté un rassemblement associé à ça. On a eu des contacts qui développent des symptômes par la suite des contacts. L'enjeu arrive parce que dans certaines situations, les gens pensant que, croyant que l'Abitibi-Ouest est épargné de la COVID, ils n'ont pas consulté rapidement, donc ils n'ont pas allé passer le test plus rapidement, ce qui a permis de pouvoir avoir eu contact avec d'autres personnes pendant plusieurs jours avant que la diagnostic a été confirmé. Ce qui fait en sorte qu'on a eu des contacts pour lesquels on a dû faire des interventions, mais aux autres aussi, on était déjà des fois des cas. Donc, ça a généré des petits. Mais c'est pour ça que c'est toujours important de rappeler aux gens que même si pour l'instant, ils ne sont pas à avoir des transmissions dans votre territoire, c'est toujours important d'être prudent et dès que vous avez des symptômes, d'aller passer un test de dépistage afin que l'intervention de santé publique puisse débuter le plus tôt que possible. Je vais aussi profiter de compléter la réponse que j'ai donnée tantôt en lien avec la question de restaurant. Je peux comprendre que c'est difficile pour un parent qui dit, moi, mon enfant de plus de 18 ans habite chez moi, on est de même boule familiale, pourquoi on ne peut pas aller au resto avec? L'enjeu arrive parce que si quelqu'un voit 3 adultes autour d'une table, c'est plus difficile à commencer à expliquer, oh oui, c'est parce que lui, il habite avec. C'est pour ça que même si c'est difficile, c'est mieux de garder le dos adulte et de pouvoir trouver d'autres façons de profiter de membres de nos familles sans avoir à aller au restaurant avec eux. Merci beaucoup. Une question du public pour Dr. Lise Landry. À quel moment les premiers vaccinés recevront-ils leur 2e dose de vaccin? Bon, c'est une très bonne question. Actuellement, le gouvernement, le Comité d'immunisation Québec s'est positionné pour un maximum de 90 jours. Comme je disais tout à l'heure, l'immunité est suivie de près auprès d'un certain groupe de travailleurs de la santé. Pour l'instant, ceux qui ont été vaccinés le plus tôt, ça remonte à fin décembre. Même à la mi-décembre, à Montréal, Québec, pour l'instant, il n'y a pas de démonstration que l'immunité diminue. Et soyez assurés que s'il y avait une observation dans le sens qui irait que l'immunité diminue rapidement, la 2e dose serait donnée, mais pour l'instant, ça n'inquiète pas les experts du Comité d'immunisation Québec. Merci. Monsieur François Munger, Médiaté.
La question est une bonne question et la différence vient dans la facilité de s'assurer le respect de mesures. Donc, dans un lieu public, le responsable du lieu a une obligation de d'assurer le respect de mesures. Alors que dans la maison individuelle, on ne pourrait pas assurer la mesure. Donc, c'est-à-dire, si on dit oui, c'est possible, si quelqu'un décide d'être 8 et de ne pas respecter la mesure, ça devient difficile à le contrôler. D'ailleurs, on a des bons exemples parce que pendant la période des fêtes, nous avons eu le droit d'être 6 à l'intérieur des fêtes de rassemblement de 6 à l'intérieur, mais on a vu qu'à plusieurs reprises, il y en avait plus de rassemblements. C'est pour ça que dans un lieu public extérieur, c'est plus facile à s'assurer de respecter les mesures. Il y a des mesures qu'on peut prendre pour s'assurer que les mesures sont respectées. Alors que dans un domicile privé, le loi qui gouverne ça rend ça plus difficile. Merci beaucoup. La prochaine question provient de Martin Guindon. Il est inscrit dans la zone de clavardage. Ça fait quelques cas qu'on voit apparaître dans les écoles de la région. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a eu des éclosions? Oui, on est vraiment... C'est clair que nos interventions arrivent toujours au bon moment parce qu'à date, on n'a jamais eu une éclosion dans nos milieux scolaires. Donc, aucun de nos cas qui a fréquenté l'école pendant sa période de contagiosité a généré d'autres cas. Donc, ça démontre l'importance et l'efficacité d'intervenir rapidement et la capacité de déployer aussi rapidement les cliniques mobiles. On remercie d'ailleurs nos partenaires de milieu scolaire parce qu'ils sont toujours disponibles pour nous supporter et d'amener des mesures nécessaires dans le plus bref délai possible. Donc, merci. Merci. Monsieur Manger, s'agit-il d'une nouvelle question? Est-ce qu'il y aurait d'autres questions concernant les enjeux prévus aujourd'hui? Sinon, il y aurait une autre question concernant le rapport relais expert conseil de la part de Mme Catherine Marcil. Est-ce que le départ de Mme Annie Léger a un lien avec les conclusions de rapport? Donc, en fait, comme on l'a annoncé, puis comme Dr Léger l'a confirmé également, la décision de Dr Léger est de retourner à la pratique médicale probablement en 2022. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle là, elle quitte les fonctions de directrice des services professionnels et enseignement universitaire. Merci beaucoup. Je constate qu'il n'y a plus de main levée, donc ça mettrait fin au point de presse d'aujourd'hui. Merci énormément encore une fois pour votre participation et à la semaine prochaine. Bonne journée, à la semaine prochaine. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.